Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la technologie Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal. On est mercredi le 26 avril à Montréal, dans les bureaux de Connexio. Et je ne suis pas seul. Guy Barrette, Éric Côté avec moi. Bonsoir. Bonsoir Mario. Bonsoir Mario. Encore plus plaisant, on a un invité en studio avec nous autres. Carole Roy. Salut Carole. Salut Mario. Ça va bien? Ça va très bien. Guy, on parle de DevTeach. Oui, DevTeach qui a lieu au début du mois de mai, donc la semaine du 8 mai. C'est une conférence qui a lieu à chaque année à Montréal, qui attire plein de conférenciers là, super intéressants là, qui viennent de partout du Canada et des États-Unis. Nous quatre, on va être conférenciers. Oui, moi je vais parler de l'intégration de .NET dans SQL Server 2005. Moi, je sais que je vais faire deux conférences. Une sur comment découpler les composantes avec les patterns comme Dependency Injection. Puis une autre conférence sur comment faire une bonne architecture de l'application. Puis là, l'exemple que je prends, c'est que je prends une application monolithique que je divise en couches. Puis j'explique comment on peut utiliser Enterprise Library pour se simplifier la tâche. Éric, tu vas parler, je pense, de développement multithreading. Exactement. On dirait presque que c'est le même sujet que la dernière fois. C'est ta thématique, c'est ça, moi aussi. Hein? Je devrais être pas mal bien réchauffé, là. Ouais. Carole aussi, t'es conférencier. Oui. Je parle d'architecture orientée service. Tu changes de niveau d'abstraction, puis on parle plus au niveau entreprise. À ce Oui, moment-là. mais cette fois-là, je vais essayer de rendre ça le moins abstrait possible. Oh, c'est intéressant. Ouais. Guy aussi, t'avais soumis un Birds of Feather pour TechEd. Ouais, puis qui a été accepté. Il y a deux types de sessions ou de conférences à TechEd. La première, bon, c'est des conférenciers là avec les PowerPoint, démos, là, les choses standards. Les conférences officielles. Officielles, ouais. Exactement. Puis il y a aussi les conférences qu'on appelle Birds of the Feather. C'est pas nécessairement une conférence, c'est une discussion. C'est des rencontres informelles le soir. Exactement. En fait, cette année, c'est toute la journée de mardi à TechEd, du matin là, jusqu'au soir. Mon sujet s'appelle Information Overload, My Brain is Exploding. J'espère qu'ils t'ont mis à la fin de la journée parce que à c'est 9 vraiment heures, à ce je suis moment-là. la dernière, exactement. Donc, nos cerveaux vont pouvoir exploser, oui. On sait que Microsoft, là, cette année, il y a énormément de produits qui sortent. On va avoir cette année une nouvelle version du système d'exploitation, WinFX qui va sortir avec Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, Windows Workflow Foundation. Il y a aussi Office, une nouvelle version d'Office. En tout cas, il y a tellement de choses. Puis on parle pas de toute le Web 2.0 que Microsoft fonce à fond avec Ajax, Atlas. C'est ça. En fait, moi, ce que je veux soulever comme discussion, c'est est-ce qu'on s'en va vers des problèmes où les personnes qu'on dépend, donc les architectes, les développeurs lead, est-ce qu'ils vont pouvoir suivre puis se mettre au courant de tout ça? C'est aussi de trouver des solutions comme organiser des lunch and learn d'une entreprise, tout ça pour aller sortir des trucs là. Peut-être même prendre la formation. Ah, sans doute, sans doute. Fait que j'ai bien hâte, ça va être à TechEd cette année au mois de juin. Carole, tu travailles pour Microsoft. Nous, une des choses qu'on voulait faire quand on a parti le Visual Studio Talk Show, on voulait surtout pas qu'on ait trop l'air d'une succursale de Microsoft, donc on voulait pas commencer à faire inviter des gens de Microsoft. C'est une des raisons pourquoi on t'a pas invité la première année. Mais là, la deuxième année, on se permet d'avoir des gens qu'on apprécie beaucoup chez Microsoft. Donc, tu es chez Microsoft Canada depuis 5 ans maintenant. C'est ça, 5 ans. Basé principalement à Québec. Tu es un spécialiste en architecture chez Microsoft. C'est quoi ton titre officiel? Exact. Le titre officiel interne, architecte évangéliste. Celui-là que j'ai écrit sur ma carte d'affaires, spécialiste en architecture. OK. Moi, je pensais que c'était employé du mois. Avec une petite photo, ouais. Ouais, quand on parle d'évangéliste, le mot est pas nécessairement effectivement, bien. en français, ça sonne un peu bizarre parce que peut-être à cause de la connotation religieuse. Par contre, le terme evangelism en anglais est utilisé depuis longtemps. Et pas nécessairement relié à la religion. C'est vraiment répandre la bonne nouvelle, mais au sens large de on veut parler de quelque chose, on veut évangéliser ce concept-là. Chez Macintosh, il y avait ce concept-là. Dans des premiers groupes d'utilisateurs, il y a 10-15 ans, justement, soit des logiciels, les PC, les Mac, c'était des choses qu'on voyait. C'est pour ça qu'au niveau des États-Unis, ça passe très bien comme terme. Puis même dans des organisations, des fois, il va y avoir un nouveau programme à mettre en place. Ben, ils vont avoir des évangélistes qui vont se promener
dans l'organisation là, pour parler de ça. Dans le fond, ce qu'on vise avec l'évangélisation, c'est de l'adoption. Donc, parlez-en, parlez du concept, parlez du programme, faire en sorte que les gens l'utilisent. Là. Toi, principalement, c'est démontrer qu'avec les technologies Microsoft, on peut faire une bonne architecture comparable à ce qu'on pourrait faire avec d'autres technologies, j'imagine. Beaucoup, oui, comparable. L'aspect comparable, là, donc de regarder par rapport à la compétition, ça fait partie de mon quotidien là, d'aller présenter .NET face à d'autres alternatives, d'amener souvent les possibilités d'opportunités de modèles de développement qui seraient différents. On parle par exemple de l'automatisation dans Office, ben les gens naturellement tendent pas à faire ça dans leurs applications, à ajouter ça dans leur architecture, mais c'est le genre de choses qu'on va tenter d'éveiller. Donc, tu vas faire un peu de coaching aussi au niveau des entreprises? Oui, le gros de mon travail, en fait, les rôles dans mon équipe, on a des developer evangelists, puis des architectes evangelists. Puis au niveau des architectes, c'est beaucoup de travailler avec la communauté d'architectes qui est beaucoup moins massive que la communauté de développeurs. Donc, on parle pas d'événements comme les tournées MSDN, par exemple. C'est des présentations à du one-to-many. Par contre, au niveau des architectes, on va faire ce qu'on appelle plus du one-to-one, donc rencontrer les architectes un à un, ou du one-to-few. Dans des verticaux, par exemple, donc s'asseoir, une initiative qu'on fait à Québec, c'est de travailler avec les architectes du gouvernement du Québec, puis de leur parler là, des technologies de Microsoft. Donc, quand on parle dans un vertical, ben c'est plus facile justement là, d'amener de rallier ces gens-là. J'imagine, des fois, ça va toucher une problématique. Comme par exemple, si on parle de gouvernement, ben si c'est pour une application grand public, ben qu'est-ce que Microsoft a comme technologie qui permettent justement de pouvoir déployer des applications dans des browsers? Souvent, ça va être soit de discuter de des technologies ou discuter des cas d'utilisation, si on veut. Donc, des gens qui ont fait des réalisations dans un domaine similaire puis qui pourraient être applicables là, chez ces clients-là. Avant d'être chez Microsoft, tu as été 11 ans consultant. Exact. J'ai commencé chez Air Canada, ensuite j'ai fait l'Hydro-Québec, Desjardins. Dans ce temps-là, j'étais à Montréal. Par la suite, je me suis déplacé à Québec, j'ai travaillé pour l'assurance générale. C'est principalement encore sur des technologies Microsoft, j'imagine? Non. Si Bill écoute pas, mon premier système d'exploitation sur lequel j'ai développé, c'est OS2. OK. Donc, je faisais du C sur OS2. C'est vrai, à Canada, il y a déjà eu un gros projet. Exact. En fait, c'est un prérequis aussi pour la plupart des gens qui font le même travail que toi chez Microsoft. Exact. De connaître c'est-à-dire d'avoir touché à d'autres choses. Là. Exact. Ben aussi, tu es un des 50 premiers au monde qui a reçu la certification architecte Microsoft, donc une nouvelle certification qui va être lancée prochainement officiellement. Toi, tu as participé au programme. Officiellement au courant de l'été, ouais, effectivement. Tu as participé dans le programme bêta, puis tu as reçu la certification premier au Canada, si j'imagine, ou en tout cas dans les premiers. Oui, au Canada, le premier, ouais. Puis ça, justement, tu pouvais pas aller chercher cette certification-là si tu aurais été juste Microsoft mur à mur. Exactement, ça c'est un des prérequis dans les discussions là, Puis qui essaye de t'amener en dehors de ta zone de confort, dans le fond. Là. Puis je sais, pour les gens qui souvent vont nous poser des questions, ah, mais c'est quoi cette certification-là? Beaucoup de gens ont l'impression que ça ressemble un peu aux certifications pour les développeurs, ou est-ce que ce n'est que pour, par exemple, maîtriser comment développer des applications web avec ASP.NET. La certification architecture, elle est vraiment très large. Elle couvre la technologie, beaucoup d'autres technologies que Microsoft, puis elle couvre aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas l'impression absolument qu'on va reconnaître que c'est un travail d'architecture, comme des talents de communication, des talents d'affaires, en tout cas de vision d'affaires. Donc, c'est tout à ton honneur que tu as réussi à aller chercher cette certification-là. Oui, puis c'est pas un examen à l'ordinateur comme les autres certifications. Là. Tu passes devant un panneau, je pense. C'est ça, tu déposes ta documentation un mois d'avance. Qui est la documentation d'un projet que tu vas aller présenter devant un conseil, dans le fond, là, un board. Puis tu as 30 minutes pour vendre ta salade, présenter ton projet. Sauf que pendant ces 30 minutes-là, il faut que tu prouves que tu as les 7 compétences qui sont identifiées là, sur le site. Puis effectivement, il y en a juste 2 de ces 7-là qui sont techniques. Les autres, c'est organisation, comprendre la dynamique de l'organisation, la communication, etc. Puis on a cru comprendre que c'était très ardu. Puis selon les gens qui sont assis devant toi, j'imagine que ça peut varier, mais effectivement, ils sont pas là pour te faire des cadeaux, là. OK. Tout à fait. Mais de toute façon, la stratégie de Microsoft, c'est pas de certifier tout azimut. Leur vision sur 5 ans, je pense, c'est d'avoir 3000 personnes qui seraient certifiées comme architectes. Exact. Donc, pour eux, c'est vraiment une classe, entre autres, des architectes en entreprise. C'est ambitieux, 3000, je pense. Avec les prérequis puis tout ça, parce qu'on parle d'un processus qui peut durer 6 mois, un processus de certification qui va coûter
des sous. Ouais, On parle de quoi? autour de 10 000. Actuellement, on n'a pas, étant donné qu'on est encore dans la phase pilote, il n'y a pas de frais parce que c'est Microsoft qui assure. Mais sauf que là, ça termine. On termine notre année financière en juin. Là, On puis, parlait peut-être de 10 000 américains. les premiers frais que j'ai vus, c'était autour de 3 500. Mais 3 500. j'imagine que ça va dépendre beaucoup de la formule parce que ça dépend. Est-ce qu'on paye le mentor qui accompagne la ressource pendant 6 mois? Mhm. Est-ce qu'on paye les frais pour le board? Donc, on loue un hôtel pendant une semaine puis les gens vont passer au conseil. Donc, ça reste cette encore à semaine-là. déterminer, mais en fait, ça va être plus dispendieux là, Oui, que ça, c'est seulement clair. aller passer des examens à l'ordinateur. Ça, c'est Puis clair. aussi, c'est un processus d'à peu près 6 mois. Oui, oui. Donc, L'idée Donc, il y a un aussi, c'est- investissement de temps qui est important. Ouais. effectivement. C'est une certification qui va être plus prestigieuse, qui est déjà plus prestigieuse que peut être une certification de développeur, ça c'est clair. Donc, le sujet qu'on va aborder, c'est fabrique de logiciels. On fait le pont musical. besoin de parfaire vos connaissances des technologies Microsoft? Connexio vous offre la gamme des programmes de formation de Microsoft. Connexio, le carrefour du savoir au www.connexio.com. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts Bon, sur Carole, le site de visualstudiotalkshow.com. Actuel, on va parler de fabrique de logiciels, Software Factory. En quelques mots, comment on pourrait vulgariser ou en tout cas expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'une fabrique de logiciels? Bon, déjà, en quelques mots, c'est déjà problématique, C'est un challenge. étant donné qu'on parle d'un concept qui vient d'un livre de 650 pages. D'ailleurs, le titre du livre, Software Factories, Assembling Application with Patterns, Models, Framework and Tools. Ok, déjà Même le déjà titre là, est- là. Ça prend pas mal Mais de dans temps. le titre, il dit 3 des composantes qu'on va retrouver dans une fabrique à quelque part. Exact, exact. Dans le fond, le concept d'une fabrique de logiciels s'appuie sur, comme le nom l'indique, là, sur le fait qu'on veut industrialiser l'approche de fabrication du logiciel. Puis c'est basé sur la prémisse que malgré qu'on crée toujours des applications différentes, c'est pas une raison pour réinventer la roue à chaque fois. Puis souvent, ça a été critiqué le terme fabrique logiciel parce que on disait ben oui, mais du logiciel, chaque fois que je crée une application, je crée une application différente. Sauf qu'aujourd'hui, même dans le domaine du manufacturier, on retrouve ça aussi. L'exemple que l'auteur du livre parlait justement, c'est Jack Greenfield, c'est BMW. BMW, donc, sur leur chaîne de montage en Allemagne, produisent des véhicules, mais si tu te mets au bout de la chaîne de montage, il n'y a pas une BMW qui se ressemble à toutes les fois que ça sort. Avant que tu retrouves un modèle similaire, ça peut prendre 2 jours. Pourtant, il sort Avec des les véhicules. options, les C'est ça. couleurs. Ils font Non. du mass customization. Mais on s'entend, BMW, ils font pas à la main tout chacune des voitures comme on faisait au début du siècle. Ils ont une fabrique d'automobiles. Donc, c'est un peu l'analogie, c'est, aujourd'hui, on fabrique le logiciel de façon quasi manuelle, un peu comme les cordonniers. Artisanal, comme les cordonniers qui font les Clairement. chaussures. Puis là, ce qu'on envisage, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait avoir une Automatisé. chaîne de production, une certaine forme d'automatisation dans le processus. Exact. Puis en fait, pour constituer une fabrique logicielle, on va parler de principalement 3 choses. On va parler, d'un schéma d'une fabrique logicielle qui va être un ensemble d'outils qui sont reliés entre eux autres, qui ont un effet. Donc, par exemple, je veux dire, j'ai besoin d'un modèle, puis mon modèle va me permettre de générer du code. Donc déjà, là, j'ai un schéma qui relie un artefact, qui est un modèle, puis du code, qui est le code que je vais générer. OK. Le deuxième, ça va être le gabarit. Le gabarit de mon Software Factory que je vais instancier éventuellement. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour dire, ben là, exemple, dans Visual Studio, quand je fais Create Project New, je crée un projet site web, ben un gabarit, un template de Software Factory, ça va être un icône que je vais retrouver là. Puis je vais dire, ben là, maintenant, je crée un Software Factory, une instance de Software Factory. Je comprends bien, mais là, c'est quoi la différence entre un gabarit et un schéma? Okay. Ton schéma, c'est vraiment ça va être l'analyse de la personne qui crée le Software Factory initialement.
Quand toi, tu vas penser à une problématique, on va donner un exemple concret là, de Software Factory, c'est celui-là qu'on retrouve dans le Software Architect là, de Team System. Mais si on ramène avec quelque chose de très concret, déjà, à quelque part, il y a quelque chose qui ressemble un peu au concept Software Factories dans Visual Studio 2005. L'exemple que tu dis, je vais même créer un projet. Tout le monde sait qu'un des types de projets qui existent, c'est se faire un setup kit. On s'entend-tu qu'un setup kit dans Visual Studio, c'est très loin d'une application écrite en C#, là. Grosso modo, le fameux gabarit, c'est ça, c'est tout ce que tu as encapsulé, qui est du code, mais déployable, qui permet de faire la version de base. Ça, c'est ton gabarit. Puis ce qui serait tout le schéma, c'est ce qui a servi justement à ces concepteurs-là pour être capable de bâtir ça. Donc, tous les livrables que les autres se sont créés. Donc, il peut y avoir des schémas, comme tu dis, des modèles. Ton schéma va être conceptuel, effectivement. Ça va être un petit peu l'analyse de ton Software Factory avant de le créer. Tandis que le template, celui-là, le gabarit, ça va être vraiment ce que tu vas ajouter à ton environnement de développement, qui est la troisième composante. Je parlais du schéma, du gabarit, mais la troisième composante, c'est un environnement de développement extensible. C'est le point qui est important. Oui, on en parle, le livre Software Factory parle dans le contexte de Visual Studio Team System, mais ça pourrait être dans le cadre d'un environnement de développement Eclipse ou peu importe. À partir du moment où on a un environnement de développement qui nous permet une certaine personnalisation via une extensibilité. Si je reviens avec ma fameuse idée, tout le monde reconnaît que faire un setup kit, c'est un cas différent de faire une application web, par exemple. À une vision très généraliste encore, on a un peu ce concept-là de produits spécialisés. De lui, ce qu'on veut faire avec les Software Factory, avec les fabriques de logiciels, c'est ramener ce type de capacité-là pour des domaines beaucoup plus précis à quelque part. Plus spécifique. Parce que dans le fond, les outils que tu vas agencer dans ton schéma puis que tu vas venir mettre dans ton gabarit, ça va être quoi? Ça va être des DSL, des Domain Specific Language, qui vont être en fait des points de vue sur ta problématique. Donc, si on prend un cas concret. Oui, le premier, c'est celui-là justement qu'on retrouve dans Visual Studio, où on dit, quand on crée des systèmes distribués, il y a différentes problématiques. Selon qui on est dans le projet, on a différents points de vue de la réalité. Le résultat final, c'est une application qui va être distribuée sur plusieurs machines, qui on va avoir des composants de logiciels qui vont devoir interagir. Donc, quand on parle de point de vue, par exemple, le point de vue de l'architecte logiciel, le point de vue de l'administrateur du réseau, exact. Qui sont deux points de vue complètement différents, mais de la même réalité. Parce qu'on va devoir déployer notre application. Exact. Donc là, toi, tu donnes un exemple, par exemple, qui touche plus d'un point de vue horizontal dans l'informatique. Tu dis, il y a des applications de type distribué, on pourrait faire une fabrique pour ça. On pourrait aussi aller très vertical dans un domaine d'affaires bien particulier. Moi, je me souviens d'avoir fait pendant plusieurs mois un projet au ministère de la Justice où essentiellement, ce qu'on avait comme système, c'était un registre. Parce que là, c'est un registre de biens mobiliers. Des registres, c'est toujours le même type de choses. Tu as une liste des thèmes que tu veux mettre. Donc, tu pourrais aussi faire une fabrique pour spécifiquement créer ce type d'application-là. Puis, par exemple, le gouvernement pourrait dire, à toutes les fois que moi j'ai un registre à créer, il en crée. Même des fois, ils en font, puis ça leur coûte des milliards de dollars, puis il n'y a pas de solution à la fin. Mais à toutes les fois qu'ils ont un registre à fabriquer. Tu parles-tu des armes à feu, là? Oui, tout à fait. Oh boy. Mais entre vous et moi, créer un registre d'armes à feu, créer un registre de biens mobiliers, c'est la même problématique en arrière. Puis juste pour le bénéfice, d'autres, on avait pris un gros 3 millions de budget, on n'avait pas eu 1 milliard. Et vous avez livré. Oui, on a livré, puis ça marchait. Donc, c'est pour montrer que... Mais, entre autres, on pourrait faire une fabrique de ce type d'application-là. Et essentiellement, le gouvernement pourrait s'en servir à toutes les fois qu'ils ont un registre, parce que le gouvernement doit probablement avoir des centaines de registres de choses qui gardent, des fois qui ont une visibilité, comme le registre des armes à feu, puis d'autres qui ont même pas de visibilité, qui sont à l'interne, en arrière. Je donne un exemple vertical. Oui. Toi, tu donnais un exemple plus de problématique d'architecture d'informatique, qui est vrai aussi. Puis il y a probablement aussi d'autres exemples. Là, c'est un bon point parce qu'il y a tout un spectre, dans le fond, de type de factory que tu pourras avoir en tête à partir du moment où tu es capable de penser à un concept de réutilisation ou de réapplication de même guide. Un autre exemple qu'on pourrait donner, on sait par exemple qu'il y a une association au Québec de tous les gens qui font de l'informatique, puis il y a facilement à peu près 400 firmes qui font du logiciel, puis beaucoup de ces firmes-là font du logiciel très spécialisé pour un secteur d'affaires bien particulier. Ouais. Chacun de ces secteurs d'affaires-là, ultimement, tu pourrais avoir des gens qui, au lieu de refaire toujours de A à Z, pourraient se fabriquer une fabrique. Prendre un domaine d'affaires, un exemple, je fabrique des applications absolument pour les gens qui sont en finance, pour être capable de faire du placement financier.
Exact. Puis t'as des firmes à Montréal qui sont spécialisées là-dedans. Puis ils se compétitionnent entre eux autres. Mais ultimement, ceux qui vont tout à l'heure être en meilleure posture pour se faire une bonne fabrique pour ce domaine-là, c'est probablement ces consultants-là parce qu'ils vont déjà connaître le domaine d'affaires. Puis après ça, ils pourraient se servir ça pour reproduire et livrer des applications à beaucoup moindre coût que de toujours refaire de A à Z. Exact. Mais il va falloir, comme on dit, qu'ils bâtissent leurs 3 grands blocs. On les rappelle. C'est quoi ces 3 blocs-là d'une fabrique? C'est de construire en premier ton schéma. Ça, c'est définitivement la tâche la plus ardue. Construire le schéma parce que c'est là que tu vas tout exposer ta connaissance de ton domaine d'affaires. Mais c'est pour ça qu'ils construisent des software factory parce qu'il va y avoir tout un autre marché qui est les consommateurs. Les utilisateurs. Ouais. Les consommateurs de software factory. Réglons l'histoire de ceux qui doivent en concevoir, puis après ça, Ouais. on va parler des utilisateurs, puis c'est intéressant aussi. Ouais. Donc, les concepteurs, eux autres, il faut qu'ils soient capables de faire un schéma. schéma. Un schéma, aujourd'hui, c'est très flou parce que, en tout cas, on peut pas dire qu'on peut définir clairement, identifier ce que c'est. On sait juste, on a le concept qu'il y a un schéma. C'est ça. C'est un document? On va le faire sous forme de documentaire, oui. On va, dans le fond, ce qu'on va mettre là-dedans, ça va être un diagramme dans lequel on va emmener nos différents composants. Par exemple, tantôt je donnais l'exemple de code C# généré, puis d'un modèle UML qui viendrait être ma représentation de mon code. Bon, ça c'est 2 choses que je mettrais sur mon schéma. Diagramme UML de classe, OK. code C# à générer. On s'entend que dans ce schéma-là, tu auras aussi toute une architecture parce qu'il faut que tu as une vision de comment cette fabrique-là va se déployer physiquement, comment elle va collaborer et tout. Donc, il y a une architecture implicite, en tout cas, que tu dois documenter. Exact. Je trouve que la meilleure analogie pour ces 3 composantes-là, on peut peut-être juste les redire rapidement, Ouais. le schéma, le gabarit, qui est le Software Factory Template, puis l'environnement de développement extensible. Je trouvais l'analogie intéressante, c'est celle-là. C'est de dire, ton schéma, tu peux le comparer à une recette de cuisine. Donc, j'ouvre mon livre, puis ce soir, je vais faire du pâté chinois. Okay. Mon gabarit, c'est ce que je vais utiliser dans le contexte de mon pâté chinois. C'est mon sac d'épicerie avec ma canne de blé d'Inde ingrédients, et là. mon exact, Okay. c'est mes ingrédients. Un peu la différence entre les deux, le schéma, ça serait un livre de recettes sur les gâteaux, puis le gabarit, ça serait le gâteau aux carottes ou le gâteau au chocolat. Mais non, le pâté Pas chinois, encore, c'est pas correct. encore. C'est vraiment les ingrédients. OK. C'est les ingrédients parce que, je vais revenir à ton exemple de gâteau aux carottes tout de suite après. Ensuite de ça, il reste l'environnement de développement extensible. Ça, c'est le contexte où tu vas travailler. C'est ta cuisine. Le four. OK? Fait qu'on on a la recette, on a les ingrédients de base, puis on a la cuisine, qui est le four, on a tout ce que ça nous prend, là, pour constituer notre recette. Puis on s'entend, il y a encore des développeurs ou des individus au centre de tout ça parce que sans individus, il n'y a rien qui apparaît. C'est clair. Parce C'est qu'il y clair. a des gens qui pensent, ils veulent robotiser puis il n'y aura plus C'est d'être ça, humain. C'est pas ça. ça là. Le cuisinier est pas moins intelligent s'il y a une recette ou s'il utilise certains ingrédients qui sont déjà préfabriqués, par exemple. Donc, ton exemple, si tu le réappliques à son affaire de gâteau carotte, ça aurait l'air de quoi? Oui. Le gâteau carotte, ou dans mon cas, le pâté chinois, c'est l'application qui sort au bout. C'est le résultat de l'utilisation de ton Software Factory. OK. Puis ton software factory, il saurait faire à ce moment-là des gâteaux carottes. Exact. Est-ce qu'il saurait faire des gâteaux aux bananes? Ah, là, à ce moment-là, il faut commencer à le personnaliser. Donc, je vais revenir sur mon schéma de base. Peut-être que c'est pas la même recette qu'il faut que j'utilise. Au niveau des ingrédients, je vais devoir faire des changements également. Puis au bout du compte, je vais me mettre à générer. Si c'est trop différent, je vais peut-être trouver que c'est trop dispendieux à essayer de... Mais si je me rends compte que, par exemple, je pourrais avoir gâteau carotte, mais je pourrais décider avec gingembre ou sans gingembre, puis là, c'est juste une question d'ajouter ou d'enlever le produit, ça coûte pas vraiment cher à donner cette flexibilité-là. C'est ça. C'est peut-être une simple paramétrisation de mon Software Factory actuel, ou c'est peut-être carrément un nouveau Software Factory duquel je me suis inspiré d'un autre, mais... Donc, gâteau serait le domaine d'affaires. Oui. OK, puis ensuite... Puis au sens large, on pourrait dire la cuisine. Mais encore là, le niveau de granularité qu'on va vouloir donner à un Software Factory, c'est un peu comme on disait tantôt, partir d'une architecture de système distribué à aller à un système spécifique dans le domaine des registres, par exemple. Mhm. Les deux sont permis. Dans le fond, ça va être la réflexion que je vais décider, puis jusqu'à quel point je vais vouloir raffiner mon schéma. Exactement. Donc, dans le même domaine d'affaires, là, on spécialise dans notre industrie ou pour notre compagnie, notre firme, finalement. Exact. Okay. Donc là, on parle qu'il y a des gens qui doivent concevoir ces fabriques-là. Mais comme Eric disait, il va y avoir aussi toute une autre classe de programmeurs qui vont probablement être moins férus en programmation C#, en architecture de bas niveau, mais qui vont probablement être beaucoup plus férus dans le domaine d'affaires, qui vont être des programmeurs applicatifs, je ne sais pas comment les nommer, mais ceux qui utilisent des fabriques pour
Moi, j'ai appelé les consommateurs de fabrique, mais je sais pas, là. Mais je pense pas qu'ils Est-ce vont qu'il y a un voir, terme? voilà, oh, je suis un consommateur. Ils vont voir s'appeler informaticien quelque part parce qu'ils vont voir quand même avoir un salaire décent. C'est un bon point. Mais effectivement, ça demeure des informaticiens qui sont dans des équipes de réalisation de projets. Le rôle d'informaticien, on l'a pas renommé depuis qu'on fait plus de l'assembleur. Pourtant, aujourd'hui, c'est naturel que de faire des langages de plus haut niveau. Mais on n'a pas changé notre rôle. Ben, c'est un peu la même chose avec les Software Factory. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est un petit peu augmenter le niveau d'abstraction par rapport aux 0 et aux 1 qui sont sur notre machine, dans le fond. Là. OK. Mais reste qu'il va y avoir vraiment deux grandes catégories d'informaticiens. Il y a des gens qui vont être plus des fabricants, des concepteurs de fabriques, puis des gens qui utilisent les fabriques, ou Eric disait consommateurs, mais des gens qui utilisent des fabriques pour livrer des applications finales Exact. à des vrais utilisateurs. C'est-à-dire que ceux qui conçoivent les fabriques, leurs utilisateurs, c'est d'autres informaticiens. Un peu comme les compagnies qui font des contrôles. On a eu Exceed il y a quelques semaines, quelqu'un d'Exceed, qui est une firme ici au Québec qui fait des contrôles. Ben, eux, leurs clients, c'est pas l'utilisateur final, c'est d'autres informaticiens. Aussi, on prend l'analogie là, de la BMW tout à l'heure, de la voiture. Ben, à l'intérieur de l'usine, il y a des robots. On pourrait bâtir ces robots-là, mais en fait, c'est comme les outils qui sont dans notre cuisine, là, qui permettent de faire notre gâteau ou notre pâté chinois tout à l'heure. Là. Exact. Okay. Donc, on pourrait bâtir ces outils-là. Donc, ça resterait, si on prend l'analogie du software, des composants ou du software qu'on bâtit, qu'on va utiliser dans notre fabrique. Ouais. Là, c'est bien beau, ça. Mais pourquoi? Pourquoi aller vers ça? Tu sais, il y a des gens qui diraient, parce qu'on peut. Mais y a-tu des considérations économiques Tu veux dire qu'il y a des nostalgiques de l'artisanal? Ben, on s'entend tous aujourd'hui qu'il y a encore des souliers qui sont faits à la main. Il y a des clients pour ça. Mais si on aurait juste des souliers faits à la main, pas tout le monde aurait des souliers parce que on oublie ça. Mais par exemple, en 1800 ou en 1700, avoir une paire de souliers, c'était un privilège. La majorité des gens se promenaient nu-pieds ou en tout cas avec Des sabots. Des sabots. Ce qu'on appelle les va-nu-pieds. Puis, c'est le fait de l'industrialisation qui a amené qu'aujourd'hui, on a tout du linge, des souliers et tout. Est-ce qu'une des motivations, c'est parce que on entrevoit qu'on va avoir tellement besoin de logiciels tout à l'heure que à la main, aujourd'hui, il y aura pas assez de développeurs? Est-ce que c'est une des motivations ou je suis complètement dans le champ ou? Ben, en fait, le constat de l'industrie, c'est que les budgets en TI vont de plus en plus vers la maintenance de nos applications. Ça, c'est un problème parce que si on garde un budget fixe d'une industrie, d'une organisation d'année en année, puis que j'augmente toujours mon portefeuille d'applications, puis je les refais pas toutes à tous les 5 ans, mes applications, donc mon budget de maintenance augmente. Donc, la marge qui me reste pour faire des nouvelles applications, pour innover, pour rendre mes utilisateurs plus performants dans leur travail, elle diminue. Donc, la clé de ça, c'est de réussir à être plus productif, puis d'améliorer aussi la facilité de la maintenance des applications. Donc, on veut baisser les coûts, ça c'est des objectifs. Les coûts et les efforts. Les efforts. Puis j'imagine aussi qu'on veut améliorer la qualité. Oui, effectivement. Même chose, tantôt on donnait l'exemple des souliers. Ben, quand les souliers étaient faits à la main, la qualité d'une paire de souliers à l'autre ou d'un cordonnier à l'autre pouvait varier pas mal. Dépendant du cordonnier. Exact. Dans le logiciel, on va rechercher la même chose. Là. C'est pas un nouveau concept, là, l'assurance qualité en logiciel. On recherche toujours ça au maximum. Ben, si on est capable de renforcer dans la fabrique logicielle des politiques, ben, à ce moment-là, on va être capable d'augmenter la qualité de notre logiciel. Là. Aujourd'hui, Microsoft, ils ont une plateforme. On parlait qu'une des 3 grandes composantes, c'est d'avoir un environnement extensible. Il existe aujourd'hui Visual Studio Team System. On s'entend toute la version Visual Studio pour les développeurs. Donc, c'est pas ça qui est la plateforme de choix pour Microsoft. C'est vraiment celle Team System qui s'adresse aux équipes. Aux équipes, à tout l'ensemble du cycle de développement et à l'ensemble des rôles dans le cycle de développement d'applications. Puis là, ils viennent de lancer ce produit-là il y a quoi? Quelques mois maintenant, Oui. 2005, Team System. Au mois de novembre. Mais le produit de la version 2005, elle venait pas avec les mécanismes d'extensibilité parce que c'est des ajouts qu'on peut télécharger parce que c'est des produits qui sont même pas encore officiels, sont encore des bêtas, mais il y a des produits qu'on peut télécharger et venir ajouter à notre Team System pour être capable de pouvoir se faire des vraies fabriques
en 2005, pas attendre en 2010. Exact. En fait, l'environnement tel qu'il a été créé était extensible. Puis même les versions précédentes de Visual Studio, là, pour les partenaires qui étaient VSIP, là, Visual Studio Industry Partner, là, qui venaient ajouter des add-ons à Visual Studio. Dans Team System, on a encore poussé plus loin la possibilité d'amener des extensions dans l'environnement, autant au niveau client qu'au niveau du serveur Team Foundation. Les outils qui sont amenés par Microsoft, dans le fond, c'est pour amener une facilité pour pas être dans les bits and bytes, si on veut, lorsqu'on veut faire un Software Factory. Tantôt, je donnais l'exemple des diagrammes dans le siège architecte de Team System, là. Mm-hmm. Donc ça, c'est un exemple de Software Factory, mais ça n'a pas été créé avec les outils que Microsoft va rendre disponibles justement pour créer des Software Factory parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc ça a été fait avec des API de plus bas niveau. Exemple, les surfaces de modélisation. Pour ceux-là qui avaient déjà entendu le nom de code White Horse, ben ça c'est la surface de modélisation qu'on retrouve dans Visual Studio. Il y a tout un API pour manipuler White Horse, pour créer des objets dans le toolbox à côté, puis être capable de glisser ces objets-là sur la surface de modélisation, puis saisir du metadata autour de ces objets-là. Ça, c'est cette fabrique-là que Microsoft livre dans la version Team System. Exact. À cause qu'il a fallu qu'ils commencent à débuter à les développer en 2003, il n'y avait pas d'outils, donc ils l'ont fait à la dure. C'est ça. Mais nous, aujourd'hui, mettons, moi, je suis encore là, je veux faire une fabrique pour des registres dans un domaine bien particulier. Il y a des outils que je pourrais aller télécharger et me servir pour être capable de me faire une fabrique. Exact. Est-ce qu'on peut les énumérer, ces outils-là, Oui. puis voir où est-ce qu'ils se situent par rapport aux 3 grands blocs? Exact. En fait, il y a 2 outils. Le premier, c'est le DSL Toolkit. Le DSL Toolkit, c'est justement pour venir créer ce que je mentionnais tantôt, un Domain Specific Language. Donc ça veut dire que quand j'ai besoin du DSL Toolkit, je vais m'en servir, par exemple, pour créer une sorte de schéma. Je vais décider que une sorte de diagramme. Je ne vais pas confondre avec le terme schéma du Software Factory. Donc, si moi, je décide demain matin que je fais mon propre diagramme de classe, mais que au lieu d'être comme UML avec 3 zones où le nom, les attributs puis les méthodes, je décide qu'il y en a 4 puis je rajoute quelque chose là, qui est propre à ma Software Factory, ben je vais prendre le DSL Toolkit sur le site MSDN de Microsoft. Je vais le télécharger puis je vais configurer ma propre surface de dessin. Je vais créer mes objets, puis je vais créer le metadata derrière ces objets-là. Que je vais vouloir permettre à mon utilisateur de saisir. Présentement, est-ce qu'il faut partir from scratch là, de zéro ou est-ce qu'on peut étendre ce qui existe déjà? C'est un bon point. Il y a eu bien des discussions autour de l'utilisation du UML ou pas par Microsoft. Chez Microsoft, ce qu'on dit, c'est que UML, c'est un formalisme qui est très répandu, puis oui, ça demeure quelque chose de très bien, principalement pour faire du sketching, puis en termes de formalisme, on s'entend. Là où on diverge, c'est quand on veut appliquer de façon puriste l'ensemble du metadata de UML. Ou, par exemple, je vais donner l'exemple du modèle de classe, le nom, attribut, méthode. Ben, un attribut, quand je veux générer du VB ou quand je veux générer du Java ou du C#, c'est une façon pour maintenir l'état. Mais maintenir l'état en fonction du type de langage que j'utilise, il y a plusieurs façons de le faire. Mm-hmm. Est-ce que ça va être un field, un property, etc. Donc, il faut que je sois plus spécifique dans mon modèle si je veux être capable d'utiliser ce modèle-là pour générer. Puis le mécanisme que les gens du UML disent, il existe 2 mécanismes d'extensibilité, les stéréotypes ou les tags. Mais là, s'il faut que tu commences à mettre des stéréotypes par-dessus, ton diagramme UML est plus lisible. C'est ça. D'où la stratégie de dire, ça prend des langages dédiés à un domaine spécifique. Puis à ce moment-là, le fameux diagramme de classe qu'on a maintenant dans Team System, mais aussi dans Visual Studio, c'est un langage spécifique pour les objets. C'est ça. D'ailleurs, à un certain niveau, là c'est un peu philosophique, mais la programmation orientée objet, c'est une première ébauche de langage spécifique très généraliste, parce que ce qu'on te donnait comme outil, c'est tu te fais des classes, des objets, mais on peut quasiment se dire, voici un framework de DSL, mais très, très, très généraliste. Là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut encore augmenter le niveau d'abstraction. Puis, le fameux diagramme de classe était une représentation de ça. Oui, Eric? Moi, je trouve que le nom est un peu mal choisi. On parle depuis tantôt de diagramme, on parle de surface pour dessiner des... Et on appelle ça Domain Specific Language, mais il n'y a pas de langage là-dedans. C'est des diagrammes où est-ce qu'on dessine sur des surfaces. Ouais, effectivement, c'est un langage dans le sens, un langage. Mais il est pas obligatoire d'être visuel. Souvent, on va le représenter visuellement.
Parce que en arrière de ça, là, tu sais, même si c'est visuel, en arrière, tout est exprimé dans un langage. Il faut le stocker quelque part, là, je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu drôle parce que l'interaction principale avec les DSL, c'est pas à travers un langage comme un langage de programmation, c'est à travers finalement des diagrammes. Parce que si on veut augmenter le niveau d'abstraction, peut-être qu'il faut C'est aller ça. sur quelque chose d'un peu plus visuel. C'est un langage d'architecte. Ouais. Mais je vais revenir à ta question où tu Oui. demandais justement est-ce qu'on On part peut de quelque l'étendre, chose. oui. Justement, quand tu downloads le DSL Toolkit, il va te demander ta surface de modélisation, tu veux partir de quoi? Puis les formes de base qui sont là, c'est des diagrammes UML standards. Donc, il va-tu ressembler plus à un diagramme de classe ou à un diagramme de transition d'état ou à un diagramme d'interaction? Donc déjà là, pour les gens qui seraient pas nécessairement intéressés à faire des software factories, mais qui seraient juste intéressés à étendre un peu les designers qui existent déjà dans Visual Studio, est-ce qu'ils pourraient utiliser le DSL Toolkit? Exact. Puis j'ai un exemple très concret de ça. Des travaux qu'on fait avec DMR. Pour être plus international, on va parler de Fujitsu. Fujitsu, oui. C'est une société Fujitsu. Avec eux, on a travaillé à prendre leur méthodologie. C'est une initiative conjointe Microsoft et Fujitsu pour prendre la méthodologie qui s'appelle le macroscope. Ouais. Puis l'inclure dans Team System, donc l'intégrer dans Team System. Le macroscope, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, il y a une série d'informations qui se concrétisent par des livrables. Dans les livrables, il y a des diagrammes, entre autres, UML, qui vont figurer dans différents livrables. Ce qui a été fait dans le contexte de ce projet-là, entre autres, c'est d'utiliser le DSL Toolkit pour créer des surfaces de modélisation des différents diagrammes qu'ils ont besoin d'inclure dans leur livrable. Donc, quelqu'un qui dirait, moi, j'aimerais ça pouvoir faire des diagrammes UML, puis je sais pas où commencer, il pourrait presque se télécharger le toolkit de Microsoft, puis... Ben, en tout cas, ils pourront pas avoir accès à celui de Fujitsu, mais ils ont déjà inclus, entre autres, un exemple qui est un diagramme de cas d'utilisation. Puis il y a d'autres diagrammes, entre autres des diagrammes d'activité. Donc, ils montrent comment on pourrait faire ça parce que c'est quelque chose au niveau de diagramme que les gens sont assez familiers. Parce que au lieu de prendre un autre type de notation que personne ne se reconnaîtrait, puis ça permet aux gens de voir, voici comment je pourrais bâtir. Mais puis non seulement il montre comment partir de ça, mais il incite à partir de ça. Donc, pour faire en sorte que même si tu crées des nouveaux concepts, on favorise de se rattacher à un visuel qui est connu. Parce que UML, on s'entend que aujourd'hui, là, de faire des diagrammes de classe, tout le monde, à peu près, sur la planète, va se comprendre quand on va utiliser le formalisme UML. Ce qui n'était pas le cas dans les premières années, là, quand on avait Bush ou Rumbo, etc., chacun de l'autre côté, où on pouvait faire des nuages, des boîtes, etc. Maintenant, on a une standardisation. Une standardisation plus intéressante. Il y a rien qui empêcherait, dans un domaine très précis, par exemple, quelqu'un qui fait des logiciels pour, je sais pas moi, domaine médical, où est-ce qu'il y a une notation déjà très reconnue par tout le monde, de prendre ça puis de dire, ça va être comme ça que je vais exprimer le domaine d'affaires. C'est une excellente introduction à l'exemple que je voulais apporter justement dans le cadre de cette émission-là, qui est un Software Factory, qui a été réalisé par des gens de Microsoft au courant de l'année passée et des gens de l'externe également, là, donc des partenaires dans le domaine de la santé, autour d'un standard d'industrie international qui est HL7. HL7 voulant dire? Health Level 7. Donc, c'est au niveau de la santé. C'est au niveau de la santé. Donc, c'est quoi HL7? C'est que, bon, c'est un standard c'est un standard et une organisation, qui a été créé vers la fin des années 80. Parce que les 6 autres premières organisations y ont échoué, c'est ça? Non, effectivement, c'est une bonne question, mais le niveau 7 correspond au stack de ISO. Donc, les différentes couches de communication. On fait référence, quand on parle au niveau 7, de l'interopérabilité inter-application. Puis c'est ça qu'on voulait adresser comme problématique, c'était les nombreuses communications entre les applications dans le domaine de la santé. Donc là, les gens de Microsoft, ils ont créé le fameux schéma, qui est essentiellement, dans ce cas-là, c'était des ensembles de documents, des architectures, pour se servir, pour être capable après ça d'aller fabriquer les gabarits. Est-ce que je me trompe ou? Effectivement, mais avant d'en arriver là, peut-être juste faire amener pourquoi il y avait un problème d'industrie, parce que dans le fond, à la fin des années 80, oui, HL7 a été créé, puis les différents membres de l'industrie ont travaillé ensemble pour faire évoluer ce standard-là. Au début des années 90, on a déjà vu le HL7 V2, V2.0.1, etc., où dans le fond, on définissait une sémantique d'échange d'informations entre des applications.
Fait qu'on avait des tags à 3 lettres qui définissaient des types de requêtes. Par exemple, dans le domaine médical, des demandes de prélèvement ou des demandes d'analyse. Donc, je fais une requête d'analyse, puis ensuite de ça, je vais recevoir une autre transaction qui est le résultat de mon analyse sanguine, par exemple. Alors ça, c'est le genre de transaction qui était dans HL7. Mais étant donné que c'était un standard qui bougeait, donc on faisait évoluer le standard, ça devenait complexe de faire interopérer à travers les standards. On essayait toujours de garantir la fameuse compatibilité arrière, là, mais c'est pas toujours évident. Puis dans des premières versions justement de 2.0 à 1, 2, 3 de HL7, les services web étaient inexistants dans ce temps-là. Soit qu'on s'échangeait des fichiers HL7 sous format fichier plat, où on utilisait un protocole qui était également chapeauté par l'organisation HL7, qui était MLLP, qui était un standard de handshake au niveau TCP/IP, puis qui était vraiment très prescriptif pour justement garantir la fiabilité des échanges. Donc, HL7, c'est notre recette. C'est la recette pour bâtir des applications? C'est le domaine d'affaires. C'est le domaine d'affaires dans ce cas-là, parce que ce qui arrive, une fois qu'on a ça, on se met à faire des échanges. Quand on est arrivé à HL7 V3, là, on a commencé à parler de structure XML. OK. Donc, on est arrivé là. Par contre, aujourd'hui, HL7 est répandu dans à peu près 27 pays, mais c'est aux États-Unis que la principale concentration d'utilisation d'HL7 est faite. Puis elle s'est faite depuis le début. Ce qui fait qu'il y a un legacy aux États-Unis d'utilisation d'HL7. T'as des V2, V3, V4, V5, puis du V3 tout d'un coup qui est très différent, puis il repose sur une sémantique XML. Donc, ça devient très complexe d'interopérer. De là l'intérêt de créer un Software Factory. Donc, le problème d'industrie qui a été soulevé par les gens de Microsoft qui ont dit on va faire un HL7 Software Factory, c'est de dire, bon, moi je développe une application, il faut que je me connecte avec une pharmacie, avec un lab, puis avec un hôpital, puis il n'y en a pas un qui est au même niveau de HL7. Okay. C'est sûr que je pourrais tout faire à bras, dire, OK, je vais chercher la bonne structure d'information propre à HL7 V4. Mais rapidement, on voit que c'est quelque chose qui est toujours la même recette. Donc, pourquoi pas les... Oui, c'est ça. C'est un problème qui est récurrent là, dans l'industrie. Pourquoi pas l'industrialiser? C'est ça. Donc, l'objectif, c'était vraiment de dire, OK, qu'est-ce que je fais comme fabrique logicielle pour accélérer la création d'un projet, d'une application de connectivité HL7? Donc, une des premières choses qu'on va aller dire, puis là, ils ont créé dans Visual Studio un éditeur où je vais aller être prescriptif sur mon domaine d'affaires, la première chose. Donc, je vais dire, c'est quoi le type de requête que je veux créer, là? Es-tu en train de parler de requête de transfert de patients d'un établissement à l'autre, ou tu es en train de parler d'une requête résultat de laboratoire? Donc, ça, c'est important d'aller signifier ça. L'autre volet qu'on a amené là-dedans, c'est tout. Étant donné qu'on arrivait avec les services web aussi, c'est le type de fiabilité ou le type de requis d'infrastructure, si on veut, de mon service web. Qu'est-ce que je veux respecter? Est-ce qu'il doit être transactionnel? Est-ce qu'il doit être fiable? Est-ce qu'il doit être sécurisé par un certificat, etc.? Donc déjà, là, j'ai 2 types de paramétrisation que je fais. Je choisis mon type d'application d'affaires. Je choisis mon type d'échange technologique, si on veut. Puis ensuite de ça, ce que je veux faire, c'est créer un port de collaboration. Donc, le deuxième outil, une fois que j'ai fait ma sélection dans le premier, qui est de sélectionner mon domaine d'affaires puis mon domaine technologique, c'est de créer mes ports. Je vais visuellement amener les différents intervenants à mon échange de messages. Je vais positionner l'hôpital, je vais positionner le laboratoire, je vais visuellement, puis je vais créer des liens entre ces différents objets-là. Puis sur chaque lien, je vais aller mettre du metadata dans lequel je vais aller attacher la configuration de mon port de collaboration. Donc, tu es toujours au niveau du designer. Là, je suis toujours au niveau visuel. Tu as juste des paramètres. Exact. Puis, j'imagine que tout ça va générer des squelettes d'application. Exactement. On veut la génération de code. Exactement. Ce qu'on veut, c'est un item de menu, puis on va dire implement. Donc, je vais être dans ma surface de modélisation. Je vais avoir tous les objets qui ont à interagir, tous les ports de collaboration. Puis là, je dis maintenant, créer mon projet. Parce qu'avant ça, j'ai pas créé de code, j'ai pas de structure, par exemple, dans Visual Studio. Une fois que je fais mon implement, là, il va me créer des structures. Je fais des échanges de services web, il va me créer mon WSDL, par exemple. Tout ça selon les standards de HL7. HL7. Puis on est allé plus loin en fournissant la possibilité de personnaliser HL7, parce qu'HL7 est extensible également.
si un pays décide qu'il prend HL7V3 mais qui amène des attributs qui sont propres à lui, on peut travailler avec un référentiel dans lequel je vais retrouver mes schémas, des schémas au sens XML de mes échanges HL7. Parce que c'est ça, on a dit que les mécanismes d'extensibilité qu'on peut télécharger maintenant dans Visual Studio Team System, c'est pour se faire des surfaces de design. Mais il y a aussi tout un mécanisme d'extensibilité qui est pour exprimer comment tu vas faire la génération de code lorsque tu vas dire « publie-moi ce que je viens de définir ». Exact. Puis ça aussi, il y a tout un langage on peut faire une certaine similitude. Ça pourrait être un peu semblable à ce que les générateurs de code qu'on peut acheter sur le marché. Là, ouais, comme, un peu. Ça nous amène au deuxième outil qui est rendu disponible par Microsoft dans le cadre d'un Software Factory. Donc, on a parlé du DSL Toolkit. Lui, il nous permet de faire une surface de modélisation puis de définir le metadata que je vais vouloir aller saisir. Donc, tous les paramètres, faire ma petite fenêtre de propriété, dans le fond, qui va être en bas de mon diagramme. Puis, le deuxième outil, c'est le Guidance Automation Toolkit. Le GATT. Le GATT. Le GATT, lui, ce qu'il va me permettre de faire, justement, c'est d'amener de la rigueur au niveau de la création, puis au niveau de la structure de ma solution dans Visual Studio. Créer des nouveaux types d'objets, par exemple. Si je veux avoir un menu de droite dans telle partie de ma solution, puis dire, je veux maintenant créer des business object parce que je me suis créé le concept de business object, puis que pour moi, un business object, c'est associé à un gabarit de fichiers C# de base, que je veux inclure différents paramètres dedans, basés sur un wizard. Donc, j'aurai un assistant avec mon GATT que je créerais, qui me permettrait d'aller paramétriser la génération de mon code. Donc, avec le GATT, tu étends Visual Studio. Tu étends Visual Studio. Okay. Dans le fond, les deux, le GATT et le DSL Toolkit sont des portions importantes pour réaliser un Software Factory. Ils sont pas nécessaires tous les deux pour faire un Software Factory. On s'entend quand on dit on étend, souvent on a la prémisse de dire « Ah, je vais rajouter un menu, je vais rajouter ça ». Mais le GATT te permet aussi d'enlever des choses dans Visual Studio qui seraient du bruit par rapport aux développeurs, par exemple. C'est un bon point. Pas la capacité d'ouvrir des fichiers XML, des choses comme ça, parce qu'on veut pas qu'ils fassent édition d'XML. Peut-être même pas la capacité de créer des composantes en C#. Juste, donc on peut enlever différentes choses, on peut même enlever des menus, puis garder juste ce qui est significatif pour le workflow ou le workstream de ce qu'on s'attend que le développeur final qui lui prend la fabrique, tout ce qu'il va avoir à faire. Puis c'est ça que GATT permet de faire. Exact. J'aurais envie de dire, puis ça c'est pas le wording officiel de Microsoft, mais j'aurais envie de dire que c'est un deuxième essai des Enterprise Templates. Ouais, puis, mieux fait d'ailleurs. Hein? Beaucoup mieux. Avec un certain vécu. On peut peut-être rappeler qu'est-ce que c'était des Enterprise Templates? Les Enterprise Templates, c'était tout simplement une manière de définir des gabarits de productivité pour les développeurs. Et donc, on pouvait tout personnaliser l'environnement pour les développeurs, pour dire qu'est-ce qu'il y avait accès à quel menu, et ainsi de suite quand ils travaillaient dans tel type ou tel autre type de projet. Et donc, on pouvait se personnaliser des types de projets et des environnements de développement pour les Ça, c'est en 2003. Hein? Ça, c'est en 2003. Le gros problème, en fait, associé avec le produit, c'est que il fallait écrire nos propres gabarits en XML. Et il n'y avait pas vraiment d'outils pour nous aider à produire le XML. Donc, c'était tout fait à bras. Il fallait relever ses manches. Et il y avait beaucoup de gens qui espéraient qu'éventuellement, Microsoft peut-être fournisse des outils pour produire ce XML-là. Finalement, c'est jamais venu parce que justement, on a d'autres outils comme justement le GATT peut-être qui vont venir peut-être faire quelque chose de mieux que qu'est-ce qu'on avait vu originalement avec Mais si on revient, par exemple, quelqu'un pourrait downloader le GATT puis s'en servir juste pour se personnaliser une version spécifique de Visual Studio pour son entreprise. Exact. Sans vouloir faire de fabrique de logiciels, ce produit-là permettrait de faire ça, le fameux GATT, parce que, comme tu dis, c'est vraiment, ça remplit ce besoin-là. Maintenant, Microsoft le voit dans une vision beaucoup plus large, c'est-à-dire pour les fabriques. Exactement. Si on revient avec HL7, oui. Est-ce qu'ils utilisent GATT pour la fabrique de HL7? Le GATT est utilisé pour la génération, justement, parce qu'une des particularités du GATT, c'est l'engin qui permet facilement de créer un assistant. Et basé sur les variables de ton assistant, générer du code. Assistant, est-ce que je dois comprendre le wizard? Oui. Okay. Oui. Tu dis que dans HL7, on utilise des wizards pour être en mesure de simplifier le travail du programmeur final qui, lui, va générer une application à partir de la fabrique. Exact. Non, si j'ai bien compris, c'est qu'on va générer le squelette de l'application. Oui. Ça peut pas aller jusqu'à créer une application complète, là, parce que ça prend de la logique d'affaires puis tout ça. C'est ça qu'on va implémenter. Le rôle du développeur, ça va être d'implémenter après ça la logique d'affaires.
Ben, c'est sûr que la vision, c'est de laisser ce qui est pas spécifique, ce qui est pas généralisable, de le laisser à la main du développeur. Dans le fond, ce qu'on veut rendre spécifique à une instance d'application, on n'aurait pas intérêt à le mettre dans notre Software Factory. Parce que peut-être que là, on est rendu qu'on passe trop d'efforts justement à réaliser notre Software Factory plutôt que de le passer à réaliser une application en tant que telle. Ça fait le tour un peu de ce qu'on peut dire sur HL7. Comme récapitulatif, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi les 3 grandes composantes qu'on a dans une fabrique? Bon, on parlait du schéma. C'est quoi la structure de mon Software Factory? On parlait du gabarit. Dans la littérature, on va parler plus du Factory Template pour le gabarit. Okay. C'est ce qu'on va aller ajouter à notre environnement de développement. Puis la 3e composante, c'est l'environnement de développement lui-même qui se doit d'être extensible si on veut amener le concept de Software Si on Factory. fait le lien avec les outils, le fameux GAT qu'on peut télécharger, c'est pour justement aller rechercher l'extensibilité. Exact. Puis l'autre produit qui le s'appelle DSL Toolkit, c'est également pour dans le cadre de mon surfaces de modélisation. Exactement. Attacher nos surfaces de modélisation à la génération de code en arrière. Oui. Parce qu'il y a toujours ça dans une fabrique de l'échelle, la génération de code. C'est ça. Moi, là, c'est un sujet un peu, je pense pas qu'on va trouver une réponse ce soir, mais une de mes interrogations quand on parle de fabrique, c'est est-ce qu'on va pouvoir à un moment donné rattacher ce domaine-là qui est en évolution des fabriques avec ce qui se passe côté des méthodes agiles? Parce que je sens les deux comme en parallèle. Il me semble qu'il faudrait qu'il y ait une certaine symbiose à un moment donné. Une synergie, mais je la sens pas, puis peut-être qu'il y en a pas. Je sais pas si que toi, t'as une opinion là-dessus. Peut-être aussi que les prochaines années, Microsoft vont trouver moyen de ramener ça, parce que, par exemple, il y a des grandes innovations du côté agile, tout ce qui touche refactoring, majeur au niveau de tout ce qui est développement logiciel, les frameworks de test avec, on parle de NUnit et compagnie, ça aussi c'était majeur. Donc, l'approche dirigée par les tests. Puis là, je me dis, comment ça vient s'attacher avec les fabriques, puis je le vois pas. Puis peut-être que parce que ça doit pas être là, puis peut-être qu'il y a quelque chose, je sais pas. Ben, si on pousse ça au génie logiciel en général, si on regarde les bonnes pratiques, exemple les tests unitaires intégrés, ben ça, c'est un bon exemple de choses que tu pourrais inclure dans ton schéma de Software Factory. De dire, moi, quand je génère également, je génère pas juste du C#, je génère également mon test unitaire HL7 pour mon connecteur. Je sais pas si c'est le cas, là, je me souviens pas d'avoir vu ça dans le HL7 Software Factory, mais ce sera un exemple de choses qui pourraient être faites. Puis, le fameux GAT pourrait faire que dans le fameux workflow, si tu veux, par exemple, que les gens fassent toujours les tests unitaires en premier, tu leur donnes pas le choix, faut qu'ils bâtissent leurs tests unitaires avant d'aller faire du code, par exemple. Ouais. Bon Parce point. que là, ton outil vient forcer ta vision de comment tu dois développer avec la fabrique. Du test-driven Ben, development. aussi bizarre que ça peut sembler, c'est est-ce que ça serait possible, c'est sûr que ce serait pas pour faire une fabrique, mais de prendre les outils de Microsoft pour dire, ben, je vais complètement personnaliser mon Visual Studio Team System pour vraiment qu'il fonctionne bien avec le TDD, parce qu'il y a beaucoup de critiques, des gens qui disent, ça fonctionne pas si bien. Moi, pour l'utiliser, je trouve que ça fait quand même bien, ça tient la route. Mais peut-être qu'on peut même aller encore plus loin au niveau d'utilisabilité. Exact. Parce que les outils, dans le fond, les deux outils qu'on a mentionnés, le DSL Toolkit puis le GAT, sont là pour extensionner l'environnement de développement. Donc, on n'est pas obligé d'embrasser à 100% la vision Software Factory pour avoir besoin ou utiliser un de ces deux outils-là. La vision. On s'entend-tu que là, on est vraiment dans une version 1, en tout cas ce qu'on peut télécharger. Oui. Mais la vision globale, le développeur, l'auditeur qui nous écoute, là, qui travaille, je sais pas, au gouvernement, puis qui lui dit, ouais, il parle de ça, mais c'est pas demain la veille que je vais voir ça arriver dans mon travail. Est-ce que c'est une utopie que c'est pas demain la veille? Est-ce que c'est plus proche qu'on pense ou c'est vraiment... Moi, j'ai toujours l'impression qu'on parle de quelque chose qui sera pas avant 2010 ou en tout cas... je parle grand public, en tout cas à large échelle. Souvent, le nom de code de la version de Visual Studio, c'est Hawaii. Donc, on parle, c'est quoi, 2010 à peu près, Hawaii? 2009, 2010. Est-ce que je suis dans le champ quand je pense ça ou bien... C'est clair que l'aboutissement, je dirais, de cette vision-là, parce qu'à toutes les fois où il y a un concept comme ça qui arrive chez nous, il y a un plan qui se fait pour l'inclure. On l'avait vu, par exemple, sur Longhorn ou SQL de 2005. Donc, avant même d'en arriver à SQL Server 2005, il y a eu une vision quand même ça a qui commencé des années 90, 5, 7, etc. Là. Donc, c'est la même chose. Donc, il y a déjà un plan pour la prochaine version Arcus d'améliorer certains points puis de faire en sorte qu'il y ait certaines fabriques logicielles ajoutées. Ils fabriquent le logiciel, puis probablement Orcas, les produits comme GAT vont venir standard. Exact. Puis l'autre après, Hawaii, ben là, ça va avoir tellement maturé, parce qu'on le sait souvent, c'est la version 3 qui prend son essor dans les produits Microsoft, ou c'est peut-être aussi la version 3 dans n'importe quel processus, c'est pas propre à Microsoft. Donc, peut-être qu'Hawaii est dans la version 3. Là, ça va vraiment
Est-ce qu'on va voir des annonces, les gens vont demander des gens qui connaissent les concepts de fabrique de logiciels dans les journaux, ce qui serait une bonne nouvelle pour moi, je vais trouver. En fait, c'est un concept qui est en évolution présentement, hein, qui est à ses débuts. Je pense qu'on va voir du momentum au fil des années, là. Mm-hmm. Puis peut-être un point important à ramener, c'est on ramène souvent ça à Microsoft parce que c'est sûr qu'on a décidé d'aller de l'avant avec ce concept-là. D'ailleurs, Jack Greenfield n'était pas à Microsoft quand il y a eu cette idée-là. Là. C'était l'architecte en chef du produit XDA chez Rational. Puis il y a eu cette idée-là, puis ça a pas levé. Il est venu chez Microsoft, il en a parlé à un certain Bill Gates, qui a été très réceptif, puis qui l'a emmené justement dans l'équipe où il est rendu aujourd'hui. Mais la vision Software Factory, oui, c'est de faire en sorte que Microsoft fournisse le maximum d'outils pour extensionner l'environnement de développement, mais également qu'il se crée un certain écosystème de Software Factory. Donc, on se fie beaucoup sur les partenaires qui ont des connaissances de des domaines spécifiques pour créer les Software Factory. Puis l'implication de Microsoft dans HL7, c'est un peu aussi pour démontrer que oui, la plateforme là, peut supporter là, des standards là, qui sont... Microsoft avait des intérêts quand même dans des verticaux, parce qu'on a toujours des architectes qui travaillent dans des verticaux en particulier. Tantôt, je donnais l'exemple que moi, je couvre beaucoup plus le secteur public, donc j'ai travaillé beaucoup avec le gouvernement du Québec, donc c'est sûr que j'ai des exemples qui viennent du secteur public. Mais on a des gens justement qui couvrent, exemple, la santé. Ils ont travaillé avec des partenaires à faire un exemple. J'ai l'impression qu'on va voir un peu comme dans EDI. Là, présentement, je suis sur un mandat où il y a du EDI. Je voyais sur le bureau de la personne avec qui je travaille, il y a une conférence là, sur EDI dans un domaine très, très, très spécifique, le manufacturier là, très spécifique. J'ai l'impression que les software factories aussi vont découler. Là. Ça va venir avec le temps. Là. Oui. Puis, surtout que les fameux exemples qu'ils fournissent, il y en a un, entre autres, qui vient, qui est presque une application complète pour faire tu sais, le type d'application à la Microsoft Access, c'est-à-dire être capable de pouvoir lire des données dans une BD, les mettre à jour, les chercher à l'intérieur. Eux, ils ont créé une fabrique de logiciels où ton schéma initial, il part d'un schéma de BD, modèle très classique. Puis, à partir du schéma de BD, il refait pas juste la couche Data Access, il refait la couche des entités d'affaires et il refait même la couche présentation avec beaucoup de règles de validation, même ce qui fait que ça génère quoi? Plus que 80% de l'application. Tu pars de ça, tu es dans un domaine vertical, santé. Ça va être très facile pour des tiers parties de dire, ben moi, je peux créer presque 99% du code à partir juste de définition dans des modèles visuels. Tu me fais ça, puis pouf, une application qui arrive. C'est sûr on parle d'applications très simples, qui sont capables juste de faire de l'écriture et de la lecture dans un BD. On s'entend-tu qu'il y en a beaucoup d'applications comme ça sur la planète? Pas pour rien qu'il y a 30 millions de programmeurs Access. Souvent, les gens oublient, hein. On parle, il y a 10 millions de programmeurs VB ou en tout cas .NET. Ça serait des mini software factories. En terminant, Carole, est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose que tu voudrais recommander aux auditeurs? Le site de Software Factory. Donc, les gens qui sont intéressés à la vision, on lire va des le articles lien. pour voir ça c'est www.softwarefactories.com. On va le laisser de toute façon sur le site web. Puis, il y a sur le site MSDN également une branche qu'on appelle un workshop. Ça va être dans la branche Visual Studio. Puis, c'est là qu'on va retrouver le GATT et le DSL Toolkit, entre autres. Tu mentionnes un livre, la Bible du Software Factories, qui est Software Factories par Jack Greenfield. Puis il y a peut-être un scoop, c'est que M. Monroe, qui a fait le HL7 Software Factory, et M. Greenfield sont en train d'écrire un livre sur le HL7 Software Factory, qui serait un livre pour démontrer une implication. Dans le livre Software Factory, on parle beaucoup de théorie, puis on est quand même à un niveau assez élevé. Donc, tandis que dans celui-là, on va aller plus dans le niveau pratique. Concret. Excellent. En plus, les gens qui sont dans le domaine médical, les autres vont y trouver un intérêt. Exact. La chronique Tout le monde en blog avec Éric Côté. Bonjour Mario. Alors cette semaine, j'ai plusieurs nouvelles. Et avant de traiter des nouvelles, on va refaire un retour sur ce qui se passe du côté GUVSM. J'ai refait justement pour le groupe d'usagers Visual Studio Montréal le même sujet qu'on a fait au dernier show Visual Studio Talk Show. Et donc j'ai parlé de multithreading. C'est assez intéressant parce que la conférence était elle-même multithreadée. Donc pendant que moi je parlais en avant, il y avait quelqu'un en arrière qui donnait le pointage de la partie de hockey pour les éliminatoires justement de il y l'équipe avait de plus Montréal. que 40 coureurs
jeu qu'on... C'est incroyable. Moi, je pensais qu'on serait une douzaine, mais non, il y avait 45 personnes un soir de série éliminatoire à Montréal. Mais Donc, je pense aussi, le sujet est intéressant. Peut-être qu'il n'y a pas de nuit. On faisait tirer une inscription pour DevTeach, donc il y a des gens peut-être qui avaient un intérêt à gagner pour participer. Mais ceux, les malheureux qui peuvent pas parce que pour différentes raisons, ils réussissent pas à convaincre leur employeur, il va y avoir une activité, prochaine activité de GUVSM va se passer pendant le DevTeach. Définitivement. Alors, si vous n'êtes pas capable, à cause d'un conflit d'horaire, d'aller au DevTeach, essayez tout au moins de vous trouver un petit trou pour venir une soirée spéciale qu'on appelle le Meeting User Night Conference. Et là, ça va être ouvert à tout le monde. C'est quel soir? Ça, c'est le soir du 10 mai 2006. Mercredi. C'est le mercredi. Merci beaucoup. Alors, c'est gratuit. Ben, c'est gratuit pour les membres du groupe utilisateur. Sinon, ça va être 5 $. C'est 5 $. Ouais, c'est gratuit aussi Mais pour je dois les gens qui sont avouer que- inscrits à DevTeach. Oui. Ben, c'est ça, les membres de ceux qui sont inscrits à DevTeach. Alors là, ce qu'ils vont faire ce qu'on appelle la même chose que l'année passée, c'est-à-dire un panel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver des sommités dans divers sujets à propos de Visual Studio ou encore SQL 2005. Et ils vont venir parler en avant d'un sujet qui nous touche tous, l'accès aux données. Les accès aux données. Les différentes approches pour accéder aux données. Là, on va avoir des sommités telles que Kathleen Dollard, qui va venir parler de Génération de code. génération de code, Barry Gervin, qui va venir parler de Link. On va avoir Rod Paddock qui va venir parler des accès traditionnels aux bases de données. Avec Dataset, ADO.net. Scott Bellware. Les objets. Avec Exactement. les Object Relational Mapper. Exactement. On va avoir Richard Campbell. Qui, lui, va défendre le point de vue du DBA. Ouais. Et finalement, nous allons avoir Alan Griver de Microsoft lui-même qui va venir parler en quelque sorte du point de vue de Microsoft et comment on est capable de faire le ménage là-dedans. Ouais, puis ici, Carole, l'an finalement, passé, était sur un panel, mais on s'est retrouvé sur un panel l'année passée, puis toi, tu représentais la position de Microsoft. Ça peut être l'antique des fois. c'est pas facile, ouais. Ouais. Mais t'es d'accord avec moi, Carole, quand on regarde la liste de ces gens-là, ça va être une discussion à ne pas manquer. Et le tout est animé par Ted Newhart. Ce que j'ai entendu, il voulait faire un peu de l'animation À la Jerry. à la Jerry Springer, donc Springer, vraiment c'est ça. essayer d'animer les gens, Donc, essayer il va y avoir de la bataille, quoi. L'année passée, Ted faisait partie des panélistes, Oui. puis il avait fait l'animation quand même. Il est mieux d'être en position d'animateur. J'ai comme l'impression que ça, il va pas être totalement neutre aussi. Donc, les auditeurs, là, venez, ça va être vraiment intéressant, puis vous allez surtout apprendre quelque chose. Et vous ce allez soir. pouvoir poser des questions à tous ces gens-là. Tout à fait. Si on revient sur l'actualité, Le thème, je pourrais dire, de cette semaine, c'est SQL Server. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties sur SQL Server, notamment le célèbre Service Pack 1 de SQL Server est sorti, tel que prévu, dans les quelques mois qui ont suivi la sortie du SQL 2005 original. Ce qui est intéressant, c'est non seulement la composante serveur a été mise à jour, mais aussi la documentation. On a mis à jour les books online avec des nouvelles pages d'informations, ainsi de suite. OK. Probablement la plus grosse nouvelle fonctionnalité de SQL Server, c'est que là maintenant on a peaufiné le produit de telle façon que certaines fonctionnalités qui étaient en fonction bêta dans la version originale, notamment le database mirroring, maintenant c'est rendu fonctionnel et livré. Ce qu'on doit dire aussi, c'est que il y a un Service Pack 1 aussi pour SQL Server Express. C'est justement ma deuxième nouvelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait évoluer le produit énormément. C'est pas juste des fixes, là, c'est vraiment des nouvelles fonctionnalités dans ce cas-là. Oui, dans ce cas-là, c'est complètement un nouveau produit, je pourrais dire. Et donc, il va venir sous deux types de téléchargement. La version standard qui vient, comme d'habitude, avec juste l'engin de base de données. Et ça va être environ une vingtaine de MB. OK, là, tu parles toujours de la version Express, pas de la version Exactement. SQL standard. Exactement. Je parle de la version Express, celle qui est gratuite, celle que la plupart de nos auditeurs utilisent probablement OK, de façon parfait. quotidienne. Maintenant, il y a deux versions de la version Express. Exactement. Alors, il y a cette version standard, légère, à 20 MB. Et il y en a un autre téléchargement où est-ce qu'on a inclus des fonctionnalités de plus. Notamment, on a inclus le Full Text Indexed. Et on a aussi inclus Reporting Services. En plus, on a inclus un outil pour pouvoir gérer les bases de données. On n'avait pas Un outil vraiment de management. un outil de gestion autre que Visual Studio. Et là, cette fois-ci, on a inclus le SQL Management Studio Express, qui est en fait, finalement, le petit frère du SQL Management Studio utilisé par les gens qui ont acheté le vrai SQL Server. Et tout ça pour la modique somme de... 0.
Incroyable. C'est Et incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, si vous y pensez à toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées dedans, c'est sûr qu'on n'a pas tout dans SQL Express, hein. Il y a beaucoup de choses quand même de plus dans la version standard, comme par exemple au niveau des capacités, au niveau des services OLAP, au niveau des notification services, ainsi de suite. Mais faut avouer quelque chose. Le produit tel qu'il est présentement, SQL Express, surtout avec les fonctionnalités additionnelles de Reporting Services, ça fait que dans beaucoup d'autres produits de Microsoft, on n'aura plus besoin presque d'acheter une vraie version de SQL Server. Je pensais justement aujourd'hui aux prochaines versions futures, par exemple de SharePoint, ou peut-être les versions futures de Team System. On a pratiquement tout présentement dans SQL Server Express pour pouvoir faire je dirais pas nécessairement quelque chose à grande échelle, mais pour les petits groupes, là, pour les petits groupes, exactement. Pour les plus petites équipes qui veulent utiliser Team System ou qui veulent utiliser SharePoint ou ainsi de suite, ça pourrait peut-être être une option. Naturellement, là, j'ai pas une boule de cristal, je sais pas comment que ça va évoluer. C'est intéressant. Mais c'était une option que j'ai pensée dans ma tête, j'ai dit. Mais il y a aussi je pense pas que je sais pas si c'était une annonce officielle. J'ai trouvé cette nouvelle-là sur ton blog, Guy, où est-ce que tu parlais de SQL Everywhere, Oui. le /E. Ou est-ce que je pense que c'est quelqu'un qui travaille au niveau de Microsoft qui lui disait la philosophie de Microsoft maintenant, c'est si vous voulez faire des applications in process, avoir un accès à une base de données in process, on vous recommande pas de prendre la version Express, on vous recommande de prendre la version qui aujourd'hui s'appelle SQL Mobile, qui vont probablement renommer pour vraiment avoir à ce moment-là plus de problématiques de déploiement parce qu'on s'entend que la version Express est gratuite, mais c'est un service, faut que tu déploies. Si tu veux vraiment créer une application en autonome, que tout est in process, SQL Mobile fait la job. Alors, je vais parler de SQL Mobile puis SQL Express pendant 2 petites secondes. En gros, le modèle ici, c'était tout simplement qu'on veut se débarrasser à moyen terme de Jet. Il y a beaucoup d'applications où est-ce qu'à un moment donné, on se dit, j'ai besoin de stocker de l'information dans une petite base de données. Puis c'est tellement facile pour les développeurs de dire, j'ai trop d'overhead en utilisant SQL Service. Exemple, j'ai besoin d'être administrateur juste pour installer SQL Service. C'est 20 MB, c'est quelque chose qui roule tout le temps en background, même quand je n'utilise pas mon application. Donc il y avait une certaine lourdeur face à ça. SQL Mobile va vraiment être un modèle très, très, très semblable à utiliser une BD c'est ça, Access. Le gros problème de Jet, c'est que quand on voulait resynchroniser les données, on n'avait pas le même format de données. Et donc là, SQL Mobile va avoir le même format de données que le vrai serveur En fait, SQL Mobile. Mobile, SQL Server 2005 Mobile existe déjà là, présentement. Oui. Ce qui a été annoncé, c'est SQL Everywhere, qui va venir d'ici quelques temps, qui va reprendre le concept là de, tu sais, quand on était en VB6 puis qu'on faisait des applications de base de données, on incluait Jet dans notre application. Donc le moteur de base de données roule in process avec notre application. Donc Microsoft va offrir le même concept. Ça s'appelle SQL Everywhere. Ça va être offert d'ici quelques temps, quelques ans, peut-être un ou 2 ans. Là. Le Everywhere, vous voulez dire, c'est pas forcément sur un PC Windows, centralisé. Ça peut être aussi sur du Pocket PC. Donc, tous les autres types de plateformes, ultimement, puis ces types de plateformes-là, ils ont tellement pas de capacité de calcul. Souvent, tu veux que ça soit une process. La grande différence entre SQL Mobile et SQL Everywhere, c'est que SQL Mobile est disponible tout de suite. On peut la déployer avec nos applications. C'est environ 1.4 MB à peine de DLL à installer avec notre application. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est derrière la recommandation. Ils disent, si vous voulez vous aligner maintenant sur notre vision, prenez SQL Mobile si vous avez une application très simple. Puis, il recommande vraiment la version Express comme étant maintenant une version pour serveur. Pas vraiment pour une application locale. À cause de la problématique de déploiement puis le fait qu'il faut que tu sois administrateur pour partir de service. Exactement. Et j'ai lu beaucoup de blogs là-dessus et justement, j'ai appris que par exemple, des programmes que je ne savais pas, beaucoup de programmes utilisent l'engin SQL Mobile. Exemple, juste la liste des contacts qu'on a dans MSN Messenger, c'est contenu dans une petite base de données SQL Mobile. Pas besoin d'installer un gros SQL Express pour ça. C'est intéressant à savoir. Peut-être la grosse différence qu'on va voir avec SQL Everywhere, pourquoi on a besoin de changer le nom, c'est parce qu'on va faire évoluer ce qu'on appelle le modèle de distribution. On dirait que là, il y a des gens dans l'équipe de Microsoft qui se sont rappelés de l'erreur qu'il y avait eu il y a quelques années, où vous vous rappelez pour la librairie GDI+. Hein, ceux qui se rappellent pas, c'était une librairie DLL, GDI+, qui était beaucoup distribuée avec des applications. Hein, et c'était des librairies de graphiques avancées en C++. Et ça avait été impacté, exemple, avec Office, ça avait été impacté avec d'autres produits de Microsoft. Et là, quand il avait fallu justement patcher un trou de sécurité là-dedans, ben là, ça avait été très difficile parce que là, il fallait pas juste patcher Windows, il fallait patcher Office, il fallait patcher l'application A, l'application B, et ainsi de suite.
Alors là, Microsoft, ils ont comme appris de ça, ils ont dit, bon, il faut trouver une stratégie de packaging pour, justement, SQL Everywhere, qui va rendre la tâche plus facile aux gens pour maintenir la sécurité là-dessus, si un jour on trouve une vulnérabilité. Puis Microsoft a aussi une préoccupation de dire si j'ai justement une patch à déployer, comment je vais donner faut qu'il donne un chemin possible aux utilisateurs. Présentement, SQL Mobile va toujours installer les DLL de façon locale. Et donc ça, c'est un bon moyen pour le moment, mais dans le futur, pour la maintenance, ça va être probablement mieux la méthode de SQL Everywhere, ou est-ce que ça va être probablement au niveau probablement de l'OS même, ou peut-être distribué à travers les update services de Windows, je sais pas. On verra comment les choses vont évoluer de ce côté-là. Autre nouvelle? Je dois rendre à César ce qui est à César. Mario, tu m'étonnes toujours avec tes dons de prophétie. Ah, de prophétie. Oui, il y a quelques mois, tu as été la première personne à dire, au mois de novembre 2005, quand ils ont annoncé la version gratuite de Visual Studio Express, tu as dit, VB Express et Visual Web Developer Express, dans le futur, ça va rester toujours gratuit. Ils ont annoncé que ça allait être juste 1 an, mais ça va toujours être gratuit. Et là, cette semaine, devine quoi, ils ont annoncé que tu avais raison et que ça va être toujours gratuit. Ouais, c'est parce que Bill m'a appelé, puis il a dit, Mario, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, garde, mets ça gratuit, puis il a dit, ouais. Il dit, puis là, il m'a demandé quand est-ce qu'on joue au bridge ensemble. J'ai dit, ben, je peux pas cette semaine, je suis occupé des contrats et tout, mais... Fait qu'originalement, la vision, c'était d'offrir la ligne de produits express gratuitement pendant une période d'une année. Alors, ce qui a été annoncé maintenant, c'est que ces produits-là seraient gratuits. Je trouve que j'ai pas de mérite. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui est offert gratuitement qu'après ça, tu peux demander un prix? En tout cas, c'était un méchant changement de modèle. Ouais. Moi, je trouve que j'ai pas de mérite d'avoir appris de ça. C'était comme marqué dans le ciel à grands traits et tout, là. On voit le contraire de temps en temps. Ouais. Comme Virtual Server qu'on a annoncé. Ouais. Virtual Server. Des fois, c'est la compétition qui pousse. On suit le marché. Et là, naturellement, on a deux autres plus petites nouvelles, je dirais. Le célèbre Internet Explorer 7 qui est en bêta 2 preview est maintenant rendu en bêta 2 officiel. Et donc là, Microsoft commence à faire beaucoup de liens et de publicité pour encourager un peu monsieur et madame tout le monde à installer le produit et à le tester. Okay. Ils ont aussi annoncé quelque chose en même temps. Ils ont annoncé qu'il allait sortir une version finale d'Internet Explorer 7, probablement quelques semaines même avant la sortie officielle de Windows Vista. Donc on parle de décembre ou novembre? Novembre étant la sortie. Donc quelque part... tu vas pouvoir le downloader, l'officiel, quelque part à l'automne. Exact. Ben oui, exactement. À la fin de l'automne, début de l'hiver. Là. Il n'y a pas encore de date officielle, mais c'est quand même assez incroyable que là, Microsoft se sent assez confiant de voir que là, on est rendu au dernier stretch de route avant la livraison. Là. Et le dernier produit que je voulais vous parler aussi, c'était, vous vous rappelez peut-être du produit qui s'appelait Monad il y a quelques semaines. Tout un environnement. Un environnement de Shell, justement. Et là, ils ont sorti ce qu'on appelle le Release Candidate 1 de Monad. Et ils l'ont renommé pour le nom officiel, le nom de sortie qui va s'appeler le PowerShell. PowerShell. Et là, maintenant, on n'appellera plus ça Monad. Et là, le PowerShell va vous permettre maintenant de utiliser une ligne de commande beaucoup plus puissante de ce qu'on a présentement. La ligne de commande présentement basée sur ce qu'on appelle des pipes où est-ce qu'on passe des strings à gauche et à droite. Et là, maintenant, on va utiliser des pipes qui vont passer des objets .NET à gauche et à droite. Et donc, ça change pas mal la philosophie. Pour ceux n'importe qui est un administrateur de système, qui est pas conscient de ce que c'est, ce qui s'appelait Monad, ça s'appelle maintenant PowerShell, allez sur Channel 9, faites une recherche sur Monad, allez écouter les quelques vidéos, c'est impressionnant comme produit. Mais ça, par contre, ça n'a rien à voir avec le command line shell. Il faut que tu apprennes un nouveau langage pour maîtriser ça. Donc, il y a un certain effort. Puis ceux qui sont encore plus intéressés, ben, t'as le fameux Scott Hanselman qui a fait un podcast spécial là-dessus. Mais pour ceux qui aiment ça, voir comment ça se fait, je sais pas si vous vous rappelez, dans Office, on a un outil d'automatisation pour pouvoir faire du VBA automatisé. Ben là, dans tous les prochains outils du MMC de Microsoft, les outils de management, dès que vous allez faire une opération, vous allez pouvoir justement faire un right-click et dire génère-moi le script de qu'est-ce que je viens de faire, les quelques opérations que je viens de faire. Le script en Monad, en PowerShell. Exactement, en PowerShell, exactement. Et donc, on va pouvoir apprendre plus facilement le modèle d'objet de PowerShell grâce à ces commandes de scriptage automatique. Ce que ça veut dire, c'est que moindrement que tu veux, que t'aimes automatiser des choses parce que t'as intérêt à l'apprendre. Donc, il faudrait que je me mette dans mon agenda d'apprendre ça parce que si je le fais pas, je vais faire à l'alture des choses que je pourrais faire à la rapide en sachant le langage. Mais je suis un peu surpris du nom. Moi, je m'attendais à Windows Shell Foundation ou quelque chose comme ça. Mais moi, je trouve PowerShell, je trouvais pas que ça fait un peu aussi, tu sais, produit
comme De de lessive. lessive ou PowerShell. il me semble que ça fait pas en tout cas Ben, pour une fois que là, il y a un nom de produit qui est un peu plus intéressant que Windows Communication Foundation. moi j'aimais ça Monad, je trouvais que mais faut Ah, croire que ça ne parlait pas ouais, beaucoup les quand noms même. de code sont pas là pour rester. Non, tout à fait. Carole, c'était bien plaisant de t'avoir. Je pense que c'est un bon exercice de vulgarisation des fabriques de logiciels, puis en même temps attaché à des cas concrets. Hein, Oui, c'était oui, oui. intéressant. Merci bien de l'invitation. Oui. Ça a été toute une expérience pour moi de me sortir de ma zone de confort qui est de présenter avec un micro sans fil et un PowerPoint. Mais ça a été bien intéressant. Mais pour ceux qui veulent justement te voir dans ta zone de confort, tu vas te retrouver à Montréal prochainement. Je sais que le 3 mai, tu présentes un groupe ici. un groupe utilisateur visiteur que je viens présenter les roadmaps des services web. Donc, la même présentation que tu vas faire pendant le DFT, j'imagine? Non, ça en est une autre. C'est une Là, autre. je vais vraiment parler, là, la semaine prochaine, je vais parler de qu'est-ce qu'on peut faire comme service web avancé aujourd'hui avec WSA 3.0. OK. Puis qu'est-ce qui arrive avec Vista, donc WCF, avec InfoCard. Donc, pour ceux qui Ces s'intéressent, Google, Bistock, User Group, Montréal, vous allez avoir... ou MSN Search. MSN Search aussi. Ah, plutôt. Hein. Hey, qu'est-ce qu'il travaille pour Microsoft à lui? Ce qu'on fera, Mario, on mettra On va mettre le lien, hyper tout à bien. fait. Tout à fait raison. Puis, ben, tu vas être À DevTeach. DevTeach. Donc, ça va être... puis, tu vas promettre un de nos invités pour notre émission parce qu'on va avoir tous les gens qui parlent français autour de la table. Donc, faut que Avec tu trouves le meilleur et le pire du framework. C'est ça la question qu'on va demander Ok. aux auditeurs. C'est notre prochaine émission. Puis on va, on invite nos auditeurs à nous rejoindre dans 2 semaines maintenant? Mhm. Puis justement, on va avoir un tour de roue avec tous les conférenciers, donc une partie en français, une partie en anglais. Puis ce qu'on demande aux gens, c'est assez simple. Nommez-nous ce que vous considérez le meilleur et ce que vous considérez le pire de la plateforme.net. Donc, on va avoir toutes sortes de réponses. En tout cas, on vous prépare plein de surprises qu'on va enregistrer à DevTeach. Donc, sur ce, on se revoit dans quelques semaines, donc dans 2 semaines. Mhm. Donc, merci encore, Carole. Merci. À bientôt. Visual Studio Talk Show.